La vie est une succession de vies. Au cœur de ces vies, il y a la passion. La nôtre est de faire grandir votre patrimoine. Nous le faisons depuis 100 ans. La Caraque se bat pour vous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire « Exprimez vos dernières volontés aujourd'hui pour protéger ce que vous aimez demain » qui vous est proposé par la Caraque. Je m'appelle Pauline et j'ai le plaisir d'animer cette conférence. Je suis accompagnée aujourd'hui de Marie Dumas, ingénieure patrimoniale à la Caraque, de Sarah Dumont, fondatrice du site happyen.life et auteure du livre « Un enterrement comme je veux, le premier guide des obsèques civiles ». Également accompagnée de Suzy, une retraitée qui a déjà anticipé bon nombre de démarches et qui va pouvoir vous partager son expérience aujourd'hui. Alors, pour commencer, Marie, est-ce que vous pouvez nous présenter la Caraque, présenter la Caraque aux personnes qui nous regardent? Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux. La Caraque, nous sommes une mutuelle d'épargne de retraite et de prévoyance, fondée il y a tout juste 100 ans. Nous gérons plus de 10 milliards d'actifs pour le compte de nos 300 000 adhérents. Notre singularité, c'est d'être une mutuelle indépendante et nous avons aussi à cœur d'être proches de vous grâce à 50 agences dans toute la France et plus d'une centaine de conseillers itinérants. Nous avons à cœur de vous servir, vous nous confiez votre argent, donc nous avons souhaité vous rendre l'appareil et prendre soin de l'humain. Nous avons d'ailleurs créé ce service, la Caraque partenaire de vie de ses adhérents, et ce webinaire avec Happy End s'inscrit dans ce cadre-là. Merci Marie. Sarah, est-ce que vous pouvez nous parler de Happy End? Oui, bonjour à tous. Alors Happy End, c'est le site compagnon pour mieux vivre la fin de vie et le deuil. C'est un site qui va donner de nombreuses informations et vous guider, vous orienter sur ces sujets sensibles et finalement peu abordé en société et parfois même avec son entourage. Sur Happy End, on trouve 3 parcours. Il y a un parcours qui s'appelle « J'anticipe mon départ » qui va vous permettre de rédiger vos volontés funéraires, les partager avec vos proches tout en étant informé sur l'ensemble des choix possibles pour vous permettre de faire justement des choix éclairés. Vous avez un parcours « J'organise des obsèques » qui va vous donner accès à de nombreuses informations si vous êtes confronté à l'organisation, si vous devez organiser les obsèques d'un proche. Et vous avez enfin un parcours « Je vis un deuil » qui, en fonction de la personne que vous avez perdue, vous aurez accès à des contacts d'associations à côté de chez vous, des contacts de spécialistes du deuil qui vont pouvoir vous accompagner, mais aussi des articles, des témoignages qui vont pouvoir vous aider dans votre cheminement de deuil. Alors, merci Sarah. Il me semble que vos services qui permettent d'anticiper les démarches liées aux obsèques sont finalement très complémentaires de ceux de la Caraque, qui place en fait tout son accompagnement autour des questions financières comme mission sociale. Oui. Alors, si vous avez des questions pendant ce webinaire, les équipes de la Caraque et de Happy End sont à votre disposition. Donc, vous pouvez, via l'onglet dédié sur votre écran, de manière complètement confidentielle, poser toutes vos questions. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous proposons un rapide sondage. Est-ce que vous avez déjà entamé des démarches en termes de succession et d'obsèques pour préparer l'après? Alors oui, tout est prêt, vous faites partie de l'équipe des prévoyants. Vous y pensez, mais vous manquez d'informations et c'est justement pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Vous y pensez, mais vous avez du mal à vous y mettre et j'espère justement que ce webinaire vous y aidera. Ou alors, vous n'y comptez pas parce que le sujet est encore trop anxiogène pour vous. Donc, je vous laisse répondre directement sur votre écran. Alors, on a conscience que ce sont des démarches qui méritent d'être guidées et ce webinaire vise justement à vous apporter la bonne compréhension sur ces thématiques et de vous aider à y voir plus clair pour pouvoir faire des choix éclairés.
Alors, nous allons aborder pendant cette conférence avec nos experts les bonnes raisons d'anticiper sa succession et ses obsèques. Nous allons aussi pouvoir nous intéresser à vos droits et possibilités en matière de succession et d'obsèques avant d'aborder les démarches à effectuer de son vivant pour préparer sa succession et ses obsèques. Alors, si vous avez encore des questions à la fin du webinaire, rassurez-vous, vous pourrez poser toutes vos questions aux experts de la CARAC pour le volet transmission et aux experts Happy End pour la partie qui concerne les obsèques. Vous recevrez un mail avec un lien de contact direct pour poser vos questions. Alors, pour commencer, Marie, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il est important de préparer sa transmission de son vivant? Oui, tout à fait. Alors, préparer sa transmission, c'est finalement avoir le choix de décider à qui on va transmettre nos biens et comment les partager. C'est finalement éviter potentiellement des conflits pour les personnes qui vous survivront et aussi minimiser un coût fiscal qui est souvent très lourd pour les proches. On va pouvoir avoir plusieurs solutions pour ça. On va pouvoir rédiger un testament, on va pouvoir également se servir de la donation et également de l'assurance. Merci Marie. Alors Sarah, j'ai envie de vous poser la même question. Pourquoi est-ce qu'il est important de rédiger ses volontés funéraires? Parce que spontanément, on pourrait penser que c'est à la famille de les organiser. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors effectivement, et vous n'êtes pas la seule à le penser, et j'ai beaucoup de personnes qui peuvent me dire mais à quoi ça sert d'organiser mes obsèques de mon vivant puisque de toute façon je ne serai plus là, ils feront bien ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas tout à fait vrai dans la réalité puisque on se rend compte que choisir sans avoir d'instructions claires, sans savoir en fait, en ce qui concerne les obsèques d'un proche, ça peut être très compliqué. Par exemple, est-ce que ma mère voulait vraiment être crématisée? Est-ce qu'elle aurait voulu être inhumée dans le caveau de sa mère alors que finalement elle ne s'entendait pas si bien que ça? Ça, c'est des questions qui peuvent hanter longtemps, en fait, créer de la culpabilité quand on choisit sans savoir. Donc déjà, on va dire que communiquer sur ces choix importants, c'est finalement simplifier la vie de ceux qu'on aime et leur éviter finalement des interrogations inutiles quand en tout cas nos idées sont claires sur le sujet. Et voilà, et potentiellement justement des situations, en tout cas des sentiments de culpabilité sur le long terme. Après, de la même façon, comme Marie l'évoquait, ça évite aussi les conflits, puisqu'on ne mesure pas, on pense que les familles se déchirent sur la question de l'héritage, mais pas seulement. Les familles se déchirent aussi parfois, et ça c'est les pompes funèbres qui nous le rapportent, sur la question des obsèques. Quand on a notamment une famille avec une fratrie, il faut imaginer que des frères et des sœurs ne vont pas forcément être d'accord sur les choix. Je pense par exemple sur l'inhumation, la crémation. Il y a des enfants finalement qui ont du mal à accepter que leurs parents soient crématisés, de ne pas avoir lieu de recueillement. De la même façon, on peut avoir des conflits sur l'aspect religieux ou civil d'une cérémonie. Donc je dirais que mentionner ses souhaits de son vivant, pouvoir aborder le sujet en famille, pouvoir les écrire ses volontés, c'est faire un cadeau à ses proches et de leur permettre finalement au moment de l'organisation de nos obsèques, alors qu'ils seront dans la douleur, alors qu'ils auront beaucoup de démarches à réaliser, c'est leur permettre de se concentrer sur leur chagrin et de se concentrer sur la construction d'un hommage pour vous. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment un acte généreux. Alors après, il y a cette considération-là à avoir. Et puis, j'ai envie de dire, nos obsèques, c'est aussi notre dernier acte de vie. C'est la dernière empreinte qu'on va laisser. Peut-être que vous êtes déjà allé à un enterrement où vous vous êtes dit, mais c'était tellement pas lui, ça lui ressemblait pas. Ça peut laisser un goût amer, ça peut compliquer le chemin de deuil. Et je pense que quand on a, toutes nos vies, on organise finalement des célébrations, des réunions de famille, et on sait exactement ce qu'on veut. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi finalement seules nos obsèques nous échapperaient? Pourquoi on ne donnerait pas quelques instructions concernant nos choix? Pour moi, des obsèques, c'est aussi et avant tout la célébration de notre vie. Je pense à un monsieur, par exemple, pour vous donner un exemple qui est assez évocateur, c'est un monsieur d'une 60aine d'années, qui avait une maladie qui pouvait potentiellement occasionner son décès, un décès soudain.
Et il me disait, mais moi, j'ai eu une vie hyper heureuse. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Et en fait, je veux que mes obsèques, ça soit la célébration de cette vie, cette chance que j'ai eue. Et donc, il avait, par exemple, écrit son discours d'enterrement parce que c'était ça le message qu'il voulait délivrer à ses enfants. C'était leur dire, voilà, je ne suis plus là, mais voilà, ne pleurez pas trop longtemps et mesurez toute la chance que j'ai eue et restez là-dessus, quoi. Donc, ce monsieur-là, il avait fait cette démarche-là. Et puis, voilà, il avait voulu justement donner cette couleur, en fait, à sa cérémonie. Je connais des gens qui disent, voilà, moi, je veux absolument pas que les gens viennent habillés en noir, ou je veux absolument qu'il y ait un verre du souvenir après. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut dire pour justement s'assurer, finalement, que nos obsèques vont nous ressembler. Voilà les deux bonnes raisons pour moi de potentiellement commencer à rédiger ses volontés. Merci, Sarah. Alors, Suzy, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous faites partie des prévoyants. Vous avez déjà anticipé de nombreuses démarches. Qu'est-ce qui vous a donné envie de franchir ce pas? Bonjour à tous. J'ai perdu mon mari en 2012 et je me suis rendu compte que j'étais toute seule pour ma succession. J'ai assisté à des décès et j'ai vu les frictions qu'il pouvait y avoir entre les enfants, des difficultés, des colères et je me suis dit non, moi pas ça. Donc j'ai réfléchi et j'ai pris contact finalement avec un conseiller spécialisé parce que bon, je ne savais pas par où commencer. Et il m'a conseillé déjà de payer des droits de donation à mes enfants pour alléger un peu la succession. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai pris également une assurance vie pour assurer éventuellement les frais de succession à un décès. Je voulais leur faciliter la vie au maximum. Je voulais surtout pas que mes enfants aient beaucoup de stress à l'idée d'avoir à payer des droits de succession qu'ils n'étaient pas capables d'assumer. Et j'ai également écrit mes dernières volontés, enfin c'était tout simple, mais en matière d'obsèques. J'avais une idée claire de ce que je voulais et je ne voulais pas qu'ils rentrent dans des discussions à n'en plus finir sur leur choix à eux. On va maintenant entrer dans le vif du sujet de la succession, parce qu'en fonction de sa situation personnelle ou de la structure de son patrimoine, finalement, tout peut changer. Alors, Marie, comment savoir qui sont mes héritiers légaux et ce qu'ils vont hériter au regard de la loi? Alors, c'est assez simple, finalement. La loi, en fait, prévoit, en l'absence de testament, que de toute façon, ça va être les personnes qui vont être les plus proches de nous qui vont hériter notre succession et nos biens. Donc, on a la loi qui régit, en fait, nos proches parents en fonction de différents ordres de parenté. Et on va avoir, par exemple, les premiers qui vont être les descendants, les enfants, les petits-enfants. Après, on va avoir, finalement, les parents et les frères et sœurs. Après, les grands-parents, arrière-grands-parents, et enfin, finalement, les oncles et tantes et puis nos cousins. Donc, si on a des enfants, je m'arrête à ce premier ordre, et en plus, c'est mon premier degré, et c'est mes enfants qui vont hériter de mes biens. Donc, c'est assez simple. Je pense que vous avez dû remarquer, je n'ai pas du tout parlé de partenaires de vie, de concubins ou de conjoints. En fait, la loi ne les prévoit pas, puisque ça n'est pas des parents par le sang, c'est un parent par alliance. On va voir après, il protège quand même, la loi protège quand même nos partenaires de vie, mais c'est différent. On a en tout cas la loi privilégie en fait nos enfants. Vous avez sûrement dû entendre, en France, on ne peut pas déshériter ses enfants. Il y a un principe qui est important, c'est la réserve héréditaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des enfants, ces enfants-là doivent recueillir une part de votre patrimoine. En l'occurrence, je vais donner un exemple aussi. L'exemple, ça va être 2 enfants. J'ai 2 enfants aujourd'hui. Les 2 enfants vont devoir percevoir les 2/3 de mon patrimoine. Donc ça, c'est très important et ça permet finalement de se dire je n'ai pas forcément besoin d'avoir un testament pour savoir à qui je vais transmettre mes biens. Mais finalement, déjà, la loi prévoit pas mal de choses dans ce contexte. Très bien. Merci Marie, c'est beaucoup plus clair sur l'héritage des enfants. Mais alors du coup, qu'en est-il de nos partenaires de vie? Effectivement. Alors le partenaire de vie, ça va être donc les 3 situations. Ce que j'entends par partenaire de vie, ça va être soit le concubin, le partenaire de PACS ou alors le conjoint marié. Ces 3 statuts, on va avoir des droits différents. Je vais commencer par le moins protecteur, ça va être le concubin. Le concubin, si vous souhaitez nommer votre concubin, il faudra le faire par testament.
pour qu'il hérite. Le fisc va prendre 60% de sa part. Le deuxième étape, ça va être finalement le partenaire de Pacs. Le partenaire de Pacs, lui, il va être exonéré en cas de transmission. Par contre, il va toujours devoir être nommé par testament. Donc, c'est moins protecteur que le conjoint marié. Par contre, c'est un petit peu plus protecteur que le concubin. Et finalement, la personne qui va être le mieux protégée va être notre conjoint marié. Lui, il est automatiquement héritier par la loi. Il n'a pas besoin de testament. Exonéré aussi. Et il va avoir d'autres droits qui ne sont pas les droits du concubin ou du partenaire de Pacs. Je vais par exemple, en tant que conjoint survivant, avoir le droit à vie à vivre dans ma résidence principale. C'est assez important quand même de préserver le logement. Et également, je vais pouvoir demander la pension de réversion qui va être liée aux organismes de retraite. Pour les conjoints mariés, on va avoir aussi quelque chose qui va rentrer en compte, c'est le régime matrimonial. C'est finalement comment je me suis mariée et sous quel régime. Si vous êtes marié sans contrat de mariage, ça va être le régime légal classique de communauté qui va s'appliquer. Le notaire, finalement, au niveau de la succession, va faire un partage égal des biens de communauté entre le conjoint survivant qui va recevoir sa moitié et la succession du défunt qui va en recevoir la moitié. La succession, elle va aussi prendre en compte potentiellement ce qu'on appelle les biens propres du défunt. Donc les biens propres, ça va être soit des biens que je vais avoir acquis avant le mariage, soit des biens que j'ai reçus par héritage ou par donation de ma famille durant le temps du mariage. Sur cette partie-là, qui va du coup constituer mon actif de succession, mon conjoint survivant, il va avoir deux choix si j'ai des enfants communs. Il va en avoir un choix sur le quart en pleine propriété, donc il va pouvoir prélever 25% sur ma succession, ou alors il va avoir le choix d'en disposer à 100% en usufruit. Donc c'est un petit peu des mots barbares, l'usufruit, la pleine propriété, c'est finalement du démembrement de propriété. Tout simplement, je vais prendre l'exemple d'une maison. L'unipropriétaire, il va avoir les murs, le droit de vendre, sans forcément aller à l'encontre des droits de l'usufruitier. Et l'usufruitier, souvent ça va être le conjoint survivant, va avoir le droit de l'habiter et aussi potentiellement de le louer. En cas de départ en maison de retraite, on a souvent des personnes qui conservent le bien pour en percevoir des revenus. Voilà un petit peu, en termes de conjoint survivant, ce qu'on va avoir comme droit. Et finalement, on se rend compte qu'encore en France, le mariage protège beaucoup plus que les autres types d'unions. Très bien, merci beaucoup Marie. Alors parlons maintenant des obsèques. Si on souhaite les prévoir de son vivant, sur quels souhaits doit-on se positionner? Quelles sont les questions à se poser, Sarah? Alors, je dirais qu'il y a trois questions essentielles, et d'ailleurs ça s'appelle les volontés essentielles. C'est souvent ce qui est d'ailleurs demandé dans les contrats obsèques en capital. C'est quelle est la nature des obsèques? Donc, est-ce que vous optez pour une crémation ou une inhumation, donc un enterrement, sachant qu'aujourd'hui, c'est les deux seuls choix possibles en France à l'heure actuelle. Vous avez ensuite le caractère des obsèques. Donc, est-ce que vous optez pour des obsèques civiles ou religieuses? Et comme j'ai pu le dire tout à l'heure, c'est un sujet important, donc c'est important de mentionner son choix sur cette question-là pour éviter d'éventuels conflits. Et enfin, le lieu de sépulture, c'est-à-dire où est-ce que vous souhaitez être inhumé, donc être enterré, ou alors où est-ce que vous souhaitez que reposent vos cendres. Il faut savoir que ces volontés doivent être respectées, c'est-à-dire en fait à partir du moment où vous les mentionnez par écrit ou à partir du moment où vous les évoquez à l'oral et qu'on peut le prouver, on ne peut pas aller à l'encontre de vos volontés funéraires. Alors, je peux peut-être préciser quelque chose sur le lieu de repos. Donc, si vous choisissez par exemple une inhumation, il faut savoir que vous ne pouvez pas résider dans n'importe quel cimetière. La loi précise les choses et donc vous pouvez reposer dans le cimetière de la commune dans laquelle vous êtes décédé, même si vous ne résidez pas dans cette commune. Vous pouvez reposer dans le cimetière de la commune dans lequel vous vivez. Vous pouvez également reposer dans le cimetière de la commune dans laquelle vous allez posséder une concession familiale et collective, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la différence entre les deux. Et vous pouvez reposer dans le cimetière de la commune sur lequel vous êtes inscrite sur les listes électorales, même si vous vivez à l'étranger. Donc ça, c'est les 4 règles qui ont été formulées, justement, pour un petit peu définir les choses. Maintenant, rien ne vous empêche, si vous avez envie de reposer dans un cimetière en particulier, parce que justement, un proche
y repose ou tout simplement parce que vous trouvez que ce lieu est particulièrement bucolique, ça arrive, rien ne vous empêche d'écrire au maire de la commune, puisque c'est le maire qui est responsable du cimetière, et de lui manifester votre motivation. Et s'il y a de la place, il n'y a pas de raison qu'il vous le refuse. Donc, autorisez-vous cette petite lettre si c'était le cas. Et enfin, petite information aussi qui peut être importante et qui peut vous intéresser, c'est de vous faire savoir qu'on a 2 possibilités quand on choisit une inhumation. On peut être inhumé dans un caveau, comme vous le voyez sur le document. Donc, voilà, et les cercueils reposent dans ce caveau, cette construction qui va être faite par les pompes funèbres. Mais vous pouvez aussi demander une inhumation en pleine terre. Donc là, comme vous le voyez, c'est tout simplement que les cercueils vont être déposés à même la terre. C'est une situation qui va être économique, donc peut-être que les pompes funèbres ne vont pas vous en parler de leur volontiers. Et enfin, c'est aussi une solution plus écologique. Donc voilà, ça vaut le coup d'avoir cette information, de le savoir pour pouvoir décider en toute conscience. Et vous, Suzy, est-ce que vous avez déjà réfléchi à la question et est-ce que vous avez déjà fait votre choix? Oui, j'ai choisi depuis longtemps la crémation et une cérémonie civile. Mes enfants me connaissent et savent que ça me correspond bien. J'ai également demandé qu'il n'y ait pas de fleurs et qu'on verse éventuellement des dons à une association sur l'environnement. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment important. Pour le reste, pour les détails, j'étais un peu perdue, donc je suis allée sur le parcours Happy End et j'ai découvert qu'il y avait des cercueils en carton. Moi, ça m'irait très très bien un cercueil en carton. Et également un cimetière écologique. À l'issue de ce parcours, j'ai répondu aux questions et j'ai pu télécharger mes volontés. Et je les ai glissées dans un dossier que mes enfants trouveront dans mes affaires. Et j'ai fait un double éventuellement dans un petit livret que ma fille connaît et qu'elle retrouvera si elle veut. Comme vous, Suzy, 41% des Français optent pour la crémation. Mais finalement, on se rend compte que concernant le devenir des cendres, assez peu connaissent les possibilités qui s'offrent à eux. Alors, crémation, inhumation, peut-être que vous avez déjà fait votre choix. Alors, je vous invite à répondre à cette question directement via le sondage que vous retrouvez via l'onglet dédié sur votre écran. Alors, avez-vous un souhait concernant vos obsèques? Alors oui, vous souhaitez être enterré. Réponse 1. Réponse 2, oui, vous souhaitez une crémation et que vos cendres reposent au cimetière. Réponse 3, vous souhaitez une crémation et que l'on disperse vos cendres en pleine nature. Ou alors, réponse 4, vous n'avez pas encore fait votre choix et vous avez besoin encore d'un temps de réflexion. Sarah, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette question? Oui, tout à fait. Et effectivement, depuis la loi de 2008, en fait, qui a donné un statut aux cendres, qui a donné le même statut aux cendres que le statut du corps humain, il y a effectivement un flou, en fait, sur cette question-là et beaucoup ne savent pas ce qu'on peut faire des cendres. Depuis 2008, déjà, il faut savoir qu'on n'a plus le droit de conserver l'urne d'un proche chez soi. On peut conserver les urnes de nos animaux de compagnie, mais pas de nos proches. Ensuite, on a 2 possibilités quand on choisit la crémation. On peut d'abord demander à être inhumé au cimetière. Donc pour ça, il y a plusieurs aussi possibilités. C'est-à-dire que vous pouvez faire sceller une urne sur la sépulture d'un proche. Donc sceller, ça veut dire que là, vous allez choisir, vous n'aurez pas tout à fait le choix de l'urne, c'est-à-dire que ça va être une urne qui est résistante aux intempéries. Et ensuite, vous pouvez la sceller. Donc vous payez l'acte de scellement sur une sépulture sur lequel vous pouvez reposer, c'est-à-dire sur lequel vous avez des droits. Ensuite, vous pouvez demander à être inhumé, à ce que votre urne soit inhumée au sein d'un caveau familial ou d'une sépulture collective. Alors peut-être je peux faire l'explication sur ce que c'est qu'une concession familiale et collective. Une concession familiale, c'est une concession sur laquelle vous aurez des droits parce que vous faites partie des membres de la famille. Et donc, une concession collective, vous n'êtes pas obligé de faire partie du membre de la famille, mais il faut simplement que la personne qui ait souscrit cette concession vous ait mentionné sur cette concession. Voilà, ça c'est important quand même de le savoir pour savoir justement où est-ce que vous avez le droit d'aller une fois que vous serez décédé. Vous pouvez aussi demander à reposer dans une cave-urne. Alors, c'est quoi une cave-urne? C'est tout simplement une tombe qui est réservée au dépôt d'urnes.
Donc c'est comme c'est juste simplement plus petit, ça fait plutôt 1 mètre sur 1 mètre. Et de la même façon, vous pouvez avoir une ou plusieurs urnes au sein d'une cave-urne. Et enfin, dernier choix dont vous disposez au sein d'un cimetière, vous pouvez aussi opter pour une case dans un columbarium. Alors vous devez savoir ce que c'est qu'un columbarium, hein, on en voit dans tous les cimetières. Ce sont des cases qui sont disposées souvent contre un mur à la verticale. Et donc là, vous pouvez de la même façon acheter une concession. Une concession, c'est une durée de 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans même parfois. Et là, vous pouvez choisir d'avoir une case de columbarium pour une ou plusieurs urnes des membres de votre famille. Si vous optez pour une crémation, vous pouvez aussi choisir la dispersion de cendres en pleine nature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pleine nature? Parce que c'est une notion assez vague. Finalement, c'est tout ce qui n'est pas un lieu cloisonné, un lieu privé. Donc, par exemple, il ne faut pas compter pouvoir reposer dans le champ d'un agriculteur qui serait cloisonné, dans une forêt privée ou même un jardin public. Par contre, vous pouvez tout à fait faire disperser vos cendres dans la campagne, dans la montagne ou en pleine mer. Alors, en pleine mer, il y a des règles un petit peu particulières, puisque en fait, si vous souhaitez les disperser, il faut que ça soit à 300 mètres des côtes. Ou alors, si vous souhaitez faire émerger une urne biodégradable, il faut être à 5,5 km des côtes. Et dans ce cas, vous pouvez faire appel à un bateau, en fait. En tout cas, il y a des bateaux, aujourd'hui, des pompes funèbres qui proposent des dispersions de cendres en mer avec des véritables hommages organisés en mer. Et vous pouvez aussi faire appel à la Société des sauveteurs en mer, qui, bien sûr, a pour mission principale de sauver des vies, mais il propose aussi ce service aux familles, moyennant 200 ou 300 € pour justement faciliter cette immersion, cette dispersion de cendres en mer. Alors, ces règles existent, c'est pas du tout pour nous embêter, c'est juste pour s'assurer, en tout cas, des distances, qu'on se dit, dis donc, est-ce que c'est contraignant? Effectivement, ça peut être contraignant, mais c'est juste pour s'assurer, justement, qu'il n'y ait pas une urne qui revienne, comme parfois on voit dans la presse, sur la plage, que des vacanciers trouvent. Voilà, c'est vraiment, justement, pour s'assurer de la dignité de l'être humain et que les défunts reposent sereinement et tranquillement. Voilà, et enfin, si vous souhaitez, vous pouvez aussi faire disperser vos cendres au cimetière. Dans ce cas, on va vous proposer gratuitement le dépôt des cendres au jardin du souvenir ou puits du souvenir en fonction des cimetières. Moi, ce que je vous invite simplement peut-être à faire, si vous avez déjà en tête un cimetière, c'est d'aller voir en fait à quoi ressemble ce lieu. Parce qu'en fonction des communes, les efforts ne sont pas les mêmes pour valoriser ces lieux de recueillement. Vous allez avoir des cimetières où il va y avoir vraiment des jardins du souvenir qui vont être travaillés, qui vont justement faire intervenir des artistes, mêler les éléments comme l'eau, le fer, le bronze, et vraiment proposer un lieu de recueillement apaisant, tandis que certains cimetières vont proposer simplement des puits du souvenir qui ne vont pas forcément être, on va dire, les lieux de recueillement les plus apaisants pour vos proches. Donc je trouve que ça vaut quand même le coup d'aller voir à quoi ressemble ce lieu dans la commune peut-être où vous reposerez. Simplement, peut-être le conseil que je peux vous donner, c'est si vous avez eu vent d'avoir dans votre famille une concession familiale ou collective, il me semble important de vous renseigner pour vous assurer que déjà vous figurez bien sur les documents en question. C'est bien aussi d'avoir l'acte de propriété de cette concession parce que quand un décès survient, en fait, les pompes funèbres doivent agir. On a aujourd'hui 14 jours pour organiser des obsèques. Donc, en fait, ils doivent avoir accès à ces documents. Donc, ça peut faciliter la vie de nos enfants, petits-enfants, en tout cas ceux qui prendront en charge nos obsèques, que d'avoir déjà cet acte de propriété pour pouvoir avancer sereinement. Et enfin, je dirais que ça vaut le coup de prévoir en posant la question, est-ce qu'il reste de la place dans ce caveau? Parce que parfois, on peut avoir des mauvaises surprises et il peut ne plus y avoir de place dans le caveau. Pourtant, alors qu'on avait des droits, en tout cas de la place qui nous était réservée. Donc voilà, ça peut être des démarches qu'on anticipe quand on y pense, mais qui peuvent être vraiment facilitatrices au moment de notre décès. Alors, maintenant que l'on connaît la législation et les choix qui s'offrent à nous, comment est-ce qu'on fait pour les mettre en œuvre? Marie, si je veux transmettre des biens ou de l'argent, est-ce que je peux le faire de mon vivant? Tout à fait. En fait, je pense que la question réellement à se poser, c'est est-ce qu'on est prêt à donner? Et pour ça, je vous propose de répondre au sondage aussi qui va s'afficher à votre écran. On a 3 choix. Finalement, est-ce que vous l'avez peut-être déjà fait ou prévu dans un avenir assez proche? Oui, vous souhaitez, mais vous ne savez pas comment faire.
ou alors vous ne souhaitez pas faire de donation de votre vivant. On se rend compte que finalement, il y a beaucoup de personnes lors de nos entretiens qui nous disent « je souhaite donner, mais je ne sais pas comment faire ». Et finalement, je ne sais pas quels sont les différents dispositifs qui s'offrent à moi. Il y a plusieurs manières de donner. Un don très simple qui est le don manuel qui va se faire de la main à la main. Vous n'avez pas besoin de notaire pour le faire. Le seul conseil qu'on pourrait vous donner, c'est finalement de le déclarer à l'administration fiscale pour prendre date et permettre, en fait, même si vous n'avez pas de fiscalité à régler, que cette donation soit certaine et faite. La deuxième chose, ça va être finalement que ce don manuel, il ne va pas pouvoir être effectué pour, par exemple, une maison. Une maison, on va devoir passer devant le notaire pour donner une maison. La chose importante à savoir pour les donations, c'est finalement qu'on va avoir des abattements fiscaux, des sommes finalement qu'on va pouvoir donner entre parents-enfants. On va appeler ça le couple donateur-donataire. Donc le donateur, ça va être la personne qui va donner, le donataire, celui qui reçoit. Donc on va avoir des abattements en fonction du lien de parenté. Je vais pouvoir donner beaucoup plus à mon enfant, 100 000 €, qu'à par exemple mon petit enfant, 31 865 €. Et je vais même aussi pouvoir donner à mon époux. Je vais pouvoir donner un certain montant que vous avez à l'écran. C'est important de les savoir, cela, et c'est important aussi de savoir qu'ils se renouvellent tous les 15 ans. Donc finalement, plus vous commencez tôt à donner, plus potentiellement vous allez pouvoir le faire plusieurs fois. On va prendre un exemple d'un couple qui va pouvoir donner, par exemple, 100 000 € à son enfant à 55 ans. Il va pouvoir le faire de nouveau à 70 ans et il aura son abattement qui sera revenu reconstitué totalement. Et après, la dernière des choses, c'est que la donation, c'est vraiment un bien qui sort de votre patrimoine. Elle est irrévocable. Donc, il faut bien se renseigner avant de donner sur vos besoins, vos futurs besoins. Et c'est vrai qu'à la Carac, nos conseillers sont là aussi pour vous accompagner dans cette volonté de donner. Très bien, merci Marie. En début d'échange, vous avez évoqué l'assurance vie comme un outil de transmission. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ses avantages ? Oui, tout à fait. L'assurance vie, on l'a vu en début, c'est finalement un mécanisme qui va être hors succession, qui est dit hors succession, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que c'est 3 acteurs. L'assurance vie, c'est 3 acteurs, c'est un contrat. C'est finalement vous, l'adhérent, vous allez verser sur votre contrat, vous allez racheter en cas de besoin. C'est un contrat qui va vous permettre de vous protéger financièrement durant votre vie. Ce contrat-là, vous le passez avec nous, assureurs. Nous allons gérer l'épargne pour vous et nous allons la préserver aussi, la faire fructifier et la donner, finalement, la transmettre à vos bénéficiaires que vous aurez désignés dans une clause bénéficiaire à votre décès. Donc, c'est vraiment 3 personnes qui sont sur ce contrat-là, qui vont faire que ce contrat d'assurance vie va être hors succession, va avoir un régime fiscal dérogatoire. Mais également, un point important sur le contrat d'assurance vie, c'est finalement la clause bénéficiaire. La clause bénéficiaire, vous parliez tout à l'heure de volonté, la clause bénéficiaire, c'est finalement ma volonté pour mon contrat d'assurance vie, l'argent que j'y ai mis et qui a fructifié. La clause bénéficiaire, c'est tout simple. Il faut juste qu'elle soit clairement exprimée, datée et signée. Vous pouvez nommer toute personne. Vous n'avez pas besoin, contrairement à la succession, on a vu tout à l'heure que la parenté était importante. La clause bénéficiaire, tout le monde peut être nommé. Vous pouvez nommer par exemple votre meilleur ami Olivier parce que ça fait 20 ans qu'il vous accompagne sur tous vos moments de vie. La clause bénéficiaire, elle doit vous suivre. Si j'ouvre mon contrat à 20 ans, j'aurai peut-être pas la même volonté en termes de bénéficiaires qu'à 50. Et j'aurai sûrement peut-être pas les mêmes proches autour de moi. Donc, un conseil que je vous donnerais, ce serait que la clause bénéficiaire, elle doit vous accompagner dans vos moments de vie. Donc, un événement heureux, mais aussi des événements malheureux. Si, par exemple, vous vous mariez, ça peut être intéressant de la revoir. La naissance d'un enfant, d'un petit enfant, mais aussi, éventuellement, le décès d'un bénéficiaire. On revoit difficilement la clause bénéficiaire si c'est le cas, mais il faut y penser, puisque ça peut changer l'ordre des bénéficiaires. Un dernier point sur l'assurance vie, c'est finalement le régime, on entend souvent parler de régime fiscal avantageux.
Ce régime fiscal avantageux, il est surtout prégnant avant 70 ans. Avant 70 ans, vous allez pouvoir, donc je parlais tout à l'heure de bénéficiaires, tous les bénéficiaires, chacun des bénéficiaires vont avoir un abattement de 152 500 € sans fiscalité que vous allez pouvoir leur transmettre. Donc, j'entends cette somme-là, versement et intérêts qui en découlent. Et après, on va avoir des abattements, des taux qui vont s'appliquer entre 20 et 31,25. Vous voyez toutefois quand même que c'est beaucoup moins que potentiellement des droits de succession. Une succession en France, c'est en moyenne, on est en moyenne taxé à 20%. Et l'abattement entre parents-enfants, on l'a vu tout à l'heure, c'était 100 000 €. Donc 100 000 €, mon 152 500, je l'ajoute à ces 100 000 € potentiellement. Donc c'est très intéressant de verser de l'épargne en assurance vie avant ses 70 ans. C'est que nos proches vont pouvoir cumuler, s'ils sont désignés bénéficiaires bien sûr, ils vont pouvoir cumuler les 2 abattements. Et c'est en ça que l'assurance vie est un outil intéressant de transmission. Et après 70 ans, on entend souvent dire que l'assurance vie n'est plus intéressante. Est-ce que c'est vrai? Alors oui, on l'entend souvent. Je crois qu'il y a beaucoup de nos adhérents aussi qui le pensent. Finalement, à 70 ans, on peut continuer et c'est toujours intéressant d'ouvrir un contrat d'assurance vie. Si vous n'en avez pas avant, ce n'est pas grave, on peut le faire. Il y a 2 raisons pour lesquelles c'est vraiment très intéressant. C'est que finalement, à 70 ans, on peut encore continuer de diversifier son épargne et aussi, on va pouvoir se constituer un complément de revenus. On va pouvoir financer une éventuelle dépendance. J'ai besoin demain de partir en maison de retraite. Je peux me servir de l'assurance vie pour constituer ce capital où j'aurai besoin peut-être de travaux dans ma maison pour l'aménager à mon escalier. C'est souvent des équipements qui sont assez coûteux et on peut le faire grâce au contrat d'assurance vie. L'assurance vie aussi peut permettre le complément de revenu, c'est-à-dire que je peux verser sur mon contrat d'assurance vie et me dire voilà, à 80 ans, je vais avoir besoin potentiellement, en plus de ma pension de retraite, de 500 € par mois. L'assurance vie peut aussi permettre de pallier à ce manque finalement de la pension de retraite. Et à la Carac, on vous accompagne dans ce processus. Nos conseillers sont là aussi par le biais de simulateurs pour vous accompagner dans ce cadre. Je vais parler un petit peu de nos offres parce qu'elles sont importantes et qu'elles nous représentent aussi. Donc à la Carac, nous avons construit nos solutions pour vous et pour tous vos moments de vie. Notre contrat principal est le Carac Épargne Patrimoine. Ce contrat est un contrat qui est multi-support qui vous permet de diversifier votre épargne et aussi de financer tous vos projets de vie. Il va aussi permettre de transmettre un capital à vos proches. Et un sujet important, on parle d'obsèques ici avec Happy End. On a aussi un plan obsèques Carac. Le plan obsèques Carac, c'est un contrat d'assurance vie monosupport qui va vous permettre de financer tout ou une partie de vos obsèques. Mais également, un point important par rapport aux autres contrats obsèques de la place, c'est que il reste de l'épargne après le financement de vos obsèques, on pourra le transmettre quand même à vos bénéficiaires. Et sur ce contrat, on a aussi décidé d'y adjoindre des garanties d'assistance, comme par exemple du rapatriement de corps. Alors, merci Marie. Sarah, si on ne souscrit pas de contrat obsèques, comment est-ce qu'on peut transmettre ses souhaits en matière d'obsèques? Alors, il est possible en fait de rédiger vos volontés funéraires grâce à l'outil et le parcours qu'on a créé, qu'on a nommé « J'anticipe mon départ ». On vous pose sur le site happyend.life une vingtaine de questions, tout en vous donnant les différents choix possibles et notamment les choix les plus écologiques si l'environnement fait partie de vos préoccupations. Et à l'issue de vos réponses, vous pouvez télécharger vos volontés en ligne et les imprimer. Mais vous pouvez aussi les envoyer par mail à vos proches, évidemment accompagnés d'un petit mot et en les prévenant avant pour pas qu'ils soient choqués par ce mail qui pourrait les surprendre. Il faut savoir, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ces volontés, une fois qu'elles sont rédigées, on ne peut pas aller à l'encontre de ces volontés. Elles sont défendables devant la loi. Et enfin, alors, ce qui peut être intéressant, il y a plusieurs solutions pour les conserver et pour les faire connaître à ses proches. On peut, quand on a un livret de famille, glisser ce papier papier en 4 au sein de son livret de famille. Parce que le livret de famille, c'est le document qui va être emmené dans les pompes funèbres pour pouvoir organiser les obsèques d'un proche. Ça, c'est une première possibilité.
Vous pouvez aussi, comme plusieurs personnes que je connais dans la famille des prévoyants, glisser ce document dans un dossier dédié le jour de mon départ, tout en informant les personnes concernées de l'existence de ce fameux dossier, où vous consignerez vos dernières volontés, mais aussi des documents comme vos directives anticipées, la liste des personnes à prévenir le jour où vous décédez, parce qu'il faut quand même avoir en tête que vos enfants, vos petits-enfants, ils ne connaissent pas forcément vos amis. Et ça peut être important justement de leur laisser cette liste avec des numéros de téléphone. Je connais aussi des gens qui mettent les numéros des gens à ne surtout pas prévenir. Et vous pouvez aussi leur glisser des listes justement de mots de passe, de codes et l'acte de propriété d'une éventuelle concession familiale. Voilà. Et ce dossier, en fait, a vraiment pour objectif de faciliter les démarches administratives qui, si vous avez eu à les faire, sont parfois très lourdes, chronophages et anxiogènes. Donc ça, c'est un joli cadeau à faire à ses proches. Peut-être une petite précision pour certains qui seraient tentés d'aller confier leur volonté funéraire à un notaire. Le notaire n'est pas là pour recueillir vos volontés parce qu'il arrive trop tard, en fait. Les obsèques, on les organise dans les 14 jours ouvrés. Et en fait, un notaire, souvent, on le consulte que 3 semaines, 4 semaines, voire parfois plus tard, après. Donc, ce n'est pas le lieu, en fait, pour faire connaître vos volontés funéraires. Voilà, donc j'espère en tout cas que le parcours J'anticipe mon départ vous aidera à rédiger vos volontés en toute conscience et en ayant vraiment accès au maximum d'informations pour choisir. Et surtout, si par contre vous pouvez encore avoir des questions à l'issue de ce parcours, à l'issue de ce webinaire, sachez que nos équipes d'experts sont là encore pour vous éclairer, pour répondre à vos questions. Si vous posez des questions sur le cercueil en carton, sur la possibilité d'organiser une cérémonie dans votre jardin. Enfin voilà, surtout, on est à votre disposition pour que tout mystère soit levé sur la question des obsèques. On se fera un plaisir d'y répondre. Et le dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est même si vous effectuez ces démarches, si vous avez le courage d'entamer ces démarches, c'est que rien que nouveau un dialogue quand même avec ses proches, avec sa famille sur ce sujet-là. Alors, j'ai tout à fait conscience que c'est compliqué. Moi, on me raconte des deux côtés, c'est-à-dire des parents qui vont me dire « mais moi, j'essaye de parler de ça à mes enfants » et mes enfants me disent « mais pourquoi tu me parles de ça, maman, t'es déprimée en ce moment ?» Et de la même façon, des enfants qui aimeraient, devant leurs parents vieillissants, avoir des informations sur ce qu'ils veulent pour leur fin de vie, de ce qu'ils veulent pour leurs obsèques, et des parents qui s'offusquent en disant « mais tu veux déjà me mettre dans ma tombe ?» Donc oui, le dialogue est compliqué, mais il est nécessaire et il est important. Donc, on peut se saisir d'avoir visionné un film ensemble qui traite des obsèques pour essayer d'évoquer le sujet d'une réunion de famille, ou encore parfois, quand on va à un enterrement ensemble, en famille, peut-être de dire « tu sais, ça c'est surtout parce que je veux » ou « ça, tu vois, c'est ça que j'aimerais aussi pour moi ». Voilà, on peut se saisir de certains moments, en fait, pour pouvoir aborder le sujet. Et si la réaction est négative, je dirais retentons la chance, une chance, et essayons de l'aborder une seconde fois. Voilà, ne pas se décourager, parce que finalement, je dirais que c'est aussi dans le dialogue qu'on pourra préparer nos enfants, par exemple, quand on a le choix d'une crémation, ce qui peut ne pas être accepté parfois, ou être plus difficile à accepter pour certains membres de sa famille, de le laisser cheminer. Ou de la même façon, si on choisit le don du corps à la science, ça vaut le coup d'en parler en amont. Donc voilà, je vous invite vraiment au dialogue, si c'est possible, avec vos proches sur ce sujet. Merci Sarah pour tous ces conseils. Marie, on a vu comment faire connaître nos dernières volontés funéraires. Et qu'en est-il au niveau du patrimoine ? Alors, le patrimoine, il y a une solution toute simple, c'est le testament. Finalement, tout à l'heure, on a parlé de donation. Donation, on s'inscrit dans la préparation du vivant, le testament également. Mais les effets vont ne se faire que au moment de la succession. Donc, c'est finalement préparer l'après, préparer l'après. Donc, le testament, il va vous permettre de toujours avoir ce choix, d'avoir conscience de ce choix, où vous allez pouvoir faire ce partage entre vos biens, et c'est vous qui choisissez, ça n'est pas la loi ni les proches. Et aussi, vous allez aussi pouvoir nommer des personnes que la loi ne prévoit pas. On reprend l'exemple du meilleur ami Olivier de tout à l'heure de la clause bénéficiaire, on peut aussi le nommer dans le cadre du testament. La seule attention à avoir, c'est finalement que le testament ne doit pas contrevenir à ce qu'on évoquait en début d'échange, à la réserve héréditaire, qui est la part, je vous le rappelle, qui est dédiée à vos enfants.
ce testament-là, s'il contrevient à cette réserve, il ne sera pas respecté par le notaire. Donc ça, c'est un point important. On peut aussi prévoir dans un testament ce qu'on va appeler des charges, des conditions à un testament. On va pouvoir notamment, je me rappelle d'une adhérente qui souhaitait léguer sa maison à la SPA et qui souhaitait le faire à 2 conditions. C'est finalement que sa maison soit toujours entretenue et qu'elle devienne un refuge pour animaux. Le testament permet aussi de protéger les partenaires de vie, notamment les concubins et les partenaires de Bax, comme on l'évoquait tout à l'heure. Ces personnes-là vont être obligatoirement devoir être désignées par testament si vous souhaitez leur léguer un bien ou la succession. Finalement, le testament, la dernière des choses, c'est qu'il peut être fait aussi bien devant notaire que pas devant notaire. On va pouvoir le faire... Finalement, il doit être manuscrit, par contre, si vous ne le faites pas devant notaire. Le seul conseil, comme Sarah l'évoquait, des conseils qu'on essaie de vous distiller, le seul conseil à retenir, finalement, c'est que ce soit devant notaire ou pas, je vous conseille de le faire enregistrer. Il existe un fichier des dernières volontés qu'un notaire, à l'ouverture d'une succession, doit absolument consulter. Si votre testament, vous le laissez chez vous, eh bien, potentiellement, il peut arriver trop tard à l'ouverture de la succession et vos volontés ne seront pas respectées. Alors que ce fichier-là permet de rendre certaine la chose et au moins que vos volontés seront respectées. Très bien, merci beaucoup Marie. Et vous, Suzy, est-ce que vous avez pu aborder le sujet facilement avec votre famille ? Oui, j'en ai parlé à mes enfants et j'ai surtout abordé en profondeur le sujet avec ma fille. Et c'était pas facile, et surtout pour moi d'ailleurs, parce qu'en fait, tout d'un coup, j'ai concrétisé mon décès et ma disparition. Mais bon, au-delà de ça, elle sait qu'il y a un document qui existe et il sera peut-être sûrement même dans le livret de famille. Voilà. Et j'ai vu tellement de familles qui étaient dans des complications suite à des disparitions que je suis contente de l'avoir fait. Et j'espère que pour eux, ça sera plus léger. Ils suivront mon décès d'une manière plus douce. Merci à toutes les 3 pour cet échange passionnant. Merci à vous tous de vous être connectés si nombreux. Alors, vous allez recevoir un mail qui vous permettra de contacter directement un expert de la CARAC pour le volet transmission et un expert des obsèques Happy End. La CARAC et Happy End sont vraiment là pour vous accompagner, pour vous aider, donc n'hésitez pas à en user et en abuser. Encore merci à tous pour votre participation très active. Bonne journée à tous. Merci. Merci.